Klaus, directeur du bureau de Paris de l'European Council on Foreign Relations, le Conseil européen sur les relations extérieures, Georges Niva, professeur de littérature et civilisation russe à l'Université de Genève, et enfin Boris Durand, animateur du collectif du Off de l'année France-Russie. Vous avez abordé, Georges Niva, tout à l'heure, le cas Sergueï Magnitsky, qui est assez symptomatique. C'est un avocat de grande réputation qui travaille pour un cabinet d'affaires américain, qui dénonce des scandales financiers. Il est emprisonné pendant 11 mois. Il finit par mourir au mois de septembre dernier, au terme de ces 11 mois de détention, d'une insuffisance pancréatique qui avait été dénoncée longuement par toutes les ONG et sa famille. Il avait besoin de soins en prison, il ne les a pas eus. Il est mort après avoir dénoncé les dérives du système. Est-ce que nous sommes là, Georges Niva, dans un état de droit ? Non, évidemment. Ceci dit, pour réformer la police, le système pénitentiaire et même la justice, ça ne se fera pas en un jour ni en un an. Il y a, à mon avis, des tentatives de réforme qui sont faites par le nouveau président, Medvedev précisément. Lequel Medvedev a limogé un nombre assez considérable de hiérarques de la police. Oui, vous savez, on dit toujours que dans l'entourage de Vladimir Poutine, on ne nomme que des gens du FSB. Le président n'est pas du FSB, donc c'est quand même un cas très différent. Le nouveau envoyé au Caucase n'est pas du FSB non plus. Ce qu'il faut dire, c'est que le citoyen russe qui veut être au courant des infractions, il peut l'être au courant. S'il regarde l'Internet, qui n'est pas censuré comme l'Internet chinois, s'il lit le journal Novaya Gazeta, qui tire quand même à 200 000 exemplaires, où toutes les semaines vous avez un compte-rendu du procès de Khodorkovsky, qui est assez intéressant, et même assez ironique et amusant à lire, parce qu'on voit l'ironie des deux accusés par rapport à la justice. Mais le problème, c'est en Russie, l'éducation de l'opinion publique. Est-ce qu'il y a une opinion publique ? Est-ce qu'elle tente d'influer le pouvoir ? Elle peut tenter de l'influencer dans le mauvais sens également. On connaît effectivement les chiffres de popularité qui sont très élevés, et de Medvedev et de Poutine, de l'ordre de 78-79 degrés. Certains dirigeants occidentaux en seraient jaloux. Boris Durand, pour revenir au cas Magnitsky, est-ce qu'en limogeant des policiers, on remonte toute la chaîne de responsabilité ? C'est sûrement mieux de les limoger que de ne pas le faire. Mais c'est un très bon cas d'école. Quand M. Medvedev est arrivé au pouvoir, il a dit il faut combattre le nihilisme légal, l'absence d'état de droit. Tout le monde a applaudi, on ne peut qu'applaudir. Un an après, Magnitsky meurt en prison dans les conditions que vous avez décrites, et donc les choses n'ont pas bougé, et c'est l'une des constantes, hélas. Tout ce que dit Medvedev est formidable, presque. Le problème, c'est qu'ensuite, ça ne porte pas à conséquence autant que l'on sache, autant que l'on voit jusqu'à aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas d'espérer. Peut-être qu'un jour, ces propos deviendront réalité. Il y a loin de la coupe aux lèvres, dites-vous, et on peut reprendre effectivement des propos de Medvedev qui peuvent paraître surréalistes. Ceux qu'il a tenus là, dans une tribune, c'était au mois de septembre, sur un site internet qui s'appelle gazeta.ru, et là encore dans la méthode très différente de Vladimir Poutine, qui lui ne s'adressera jamais à un site internet. Je vous cite: l'économie est arriérée, la société minée par l'alcoolisme, la démocratie affaiblie, l'état du pays à demi soviétique, et tout ça c'est la faute de l'absence de gestion ces dernières années. Ça pouvait être perçu, Thomas Klaus, comme une attaque directe envers Poutine. Ça peut être perçu comme une attaque directe, ça peut être perçu aussi comme un jeu assez subtil entre deux hommes qui se partagent un rôle, aussi bien vis-à-vis de l'intérieur que surtout peut-être vis-à-vis de l'extérieur, et dont l'un, Medvedev, a pour mission de projeter, de nourrir les espérances de réforme en Russie, espérances de réforme que nourrissent les partenaires occidentaux et les pays occidentaux, ce qui facilite ensuite le bon déroulement d'une visite d'État comme celle qu'on a aujourd'hui à Paris. Alors ce serait là une lecture bien assez cynique de ce qui se passe, je ne suis pas sûr qu'elle soit exacte, mais en tout cas il faut bien noter qu'il y a eu souvent un gouffre béant entre les paroles et les actes. Et quand on évoque l'opinion publique, il y a quand même eu une mainmise presque totale de l'appareil d'État sur certains moyens d'expression publique essentiels, que sont notamment la télévision. Nous sommes quand même dans un contexte très très particulier,
il est difficile pour moi de vraiment interpréter, de lire ces déclarations de Medvedev ou de leur donner une lecture qui soit pour moi immédiatement plausible et cohérente. On peut les interpréter de plusieurs manières, c'est ce qui rend l'exercice difficile. Pierre Laurin. L'exercice est très difficile, mais je crois que on perd de vue un élément essentiel, c'est que je m'excuse de vous interrompre. Quand vous dites l'exercice c'est très difficile, est-ce qu'on n'est pas encore en train de faire de la kremlinologie comme on l'aurait fait au plus beau de la guerre froide, et que ça fait 20 ans que la perestroïka a lieu, il serait peut-être temps que ça cesse. Oui, mais c'est pas notre faute. Pas de transparence encore. C'est pas nous, c'est en face. On est bien obligé d'interpréter des choses, des signes, et voilà. On va faire un peu de kremlinologie. Lorsque un dirigeant soviétique arrivait au pouvoir, c'était parce qu'il était poussé par ses collègues. C'était une cooptation. Ça a disparu. Lorsqu'un dirigeant russe arrive au pouvoir, il n'a pas été coopté, c'est l'homme d'une situation. La situation en 1999, c'était Poutine. Poutine est arrivé, je dois le dire, j'ai écrit un livre là-dessus, il est arrivé par hasard. Ce n'était pas lui. Le véritable candidat, c'était un autre proche de Boris Yeltsin qui s'appelait Sergei Stepachine. Poutine était là pour faire la guerre en Tchétchénie. Et tout le monde pensait à l'époque que ça allait être une catastrophe et que ça allait être impopulaire. Il se trouve que ça a été hyper populaire. Et donc, il est devenu président. Maintenant, cet homme, il appartenait à un groupe. Et c'est ce groupe aujourd'hui qu'on retrouve au pouvoir. Et c'est un groupe qui a géré pratiquement l'économie russe depuis 1991. Ce sont ce qu'on a appelé les démocrates ou les libéraux, entre guillemets, de Saint-Pétersbourg. Medvedev est le chef de ce groupe. Même à l'époque de Poutine, il était déjà le chef de ce groupe. Poutine, lui, il s'est entouré de gens qu'il connaissait, des gens qu'il savait maîtriser, c'est-à-dire des anciens du FSB. Et du KGB avant le FSB. Absolument. Et ce n'est pas du tout le cas de Medvedev, qui lui s'entoure de juristes. D'un côté, à l'époque de Poutine, il y avait les siloviki, c'est-à-dire les gens des structures de force. Vous dites à l'époque de Poutine, on dit très fort aussi aujourd'hui que les personnes qui détiennent vraiment le pouvoir à Moscou, ce sont toujours les siloviki et l'entourage proche de Poutine. Eh bien, ce n'est plus aussi vrai. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une évolution. Parce que lorsque Medvedev vire des sous-ministres de l'intérieur, par qui les remplace-t-il ? Pas par des gens du FSB, il les remplace par des gens de l'administration présidentielle, c'est-à-dire des gens à lui. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, en Russie, il n'y a plus qu'un seul des anciens siloviki qui reste à son poste, et c'est le ministre de l'Intérieur, Nourgaliev. Et c'est lui qu'on est en train de virer. Bon, là, effectivement, c'est de la kremlinologie, mais bon, on est bien obligé de regarder un peu à la loupe les photos, non plus de la tribune du mausolée de Lénine au moment des parades du 1er mai et du 7 novembre, mais on regarde autre chose, on regarde comment évoluent les rapports de force à l'intérieur même des structures du Kremlin. Et bon, on a l'impression que Medvedev, qui était au départ quelqu'un qui effectivement donnait plus ou moins une vision libérale, mais en parole, maintenant est en train d'essayer de passer en acte. Est-ce qu'il va réussir ? On n'en sait strictement rien. Personne ne peut le dire. Je crois que même lui ne le sait pas. Mais en tout cas, je crois qu'il y a une évolution. Les dignitaires sont en train de prendre place dans la salle de l'Élysée où doit se dérouler la conférence de presse. Il me semble intéressant de nous attarder avant l'arrivée des chefs d'État sur la délégation qui accompagne Dimitri Medvedev. On se rappelle que l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, c'était un peu aussi la lutte contre les oligarques qui avaient confisqué le pouvoir pendant les années Yeltsin. Et on parle beaucoup de Mikhail Khodorkovsky. Et donc, qui trouve-t-on sans doute au premier rang de cette conférence de presse dans la délégation de Dimitri Medvedev ? Mikhail Prokhorov. On va apercevoir son profil sans trop tarder, qui est actuellement la première fortune de Russie, la 40e fortune au monde selon le magazine Forbes. Il est le PDG de Polyus Gold et du groupe Onexim, donc il fait dans l'or après avoir fait dans le cuivre. Et du groupe Renaissance Capital aussi. Et on se rappelle de lui pour l'anecdote parce qu'il avait été arrêté à Courchevel en 2007 lors d'un épisode malheureux où on l'avait accusé peu ou prou d'exercer le proxénétisme avec des jeunes escortes dans ce chalet. Un deuxième personnage, Oleg Deripaska, lui il a 42 ans, 9e fortune